vu l'urgence et vu la situation du logement actuellement, on n'a pas d'autre choix que de mettre toutes les énergies ensemble. En fait, on ne peut plus travailler avec des silos, en fait, chacun les uns contre les autres, etc. Donc, je pense qu'il est très très important que, dans l'intérêt du territoire, en fait, que finalement on se mette autour de la table. Nous avons des milliers de personnes qui sont en attente d'obtenir un logement dans nos organismes sociaux. Ce n'est pas que l'on manque ici de bailleurs sociaux, parce qu'au Pays Basque, nous sommes bien servis en bailleurs sociaux de grande qualité. Pour construire des logements, il faut une politique du logement. Il faut l'amener à l'échelle pertinente. Et pour ce qui nous concerne, et c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de notre territoire, c'est qu'on a mis en place un programme local de l'habitat, un PLH, qu'on a adopté il y a à peine quelques semaines à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque, c'est-à-dire des 158 communes du Pays Basque. Le BRS, c'est vraiment ce qui manquait aujourd'hui. Et la force des dispositifs, c'est qu'il y a des clauses spéculatives qui sont illimitées dans le temps. Toute l'accession sociale que l'on fait, qui demain repart sur le marché, c'est plus possible en fait, et quels que soient les territoires en fait finalement, parce qu'au début nous on pensait que c'était un outil essentiellement spécifique aux territoires très tendus, mais on s'est rendu compte que finalement il pouvait fonctionner dans des territoires moins tendus. Nous avons monté un organisme foncier solidaire qui s'appelle la Coopérative foncière Aquitaine, dans lequel on l'a mis à disposition du territoire, et dans cet outil on a un certain nombre de confrères qui nous auront rejoints dans cet organisme foncier solidaire. La principale production de logements sociaux aujourd'hui, c'est les sociaux familiaux, donc. Mais aujourd'hui, HSA aussi répond à d'autres attentes, qu'il s'agisse du logement inclusif, du logement pour les jeunes. On sait très bien que réhabiliter du logement vacant, ce sont des opérations très, très déficitaires. Et donc, nous mettons l'accent justement sur ces problématiques parce que les maires de l'intérieur du Pays Basque nous attendent sur cette problématique. La réhabilitation coûte peut-être 30-40% plus cher parfois que le neuf. Simplement, on ne parle rarement... On met rarement en face les coûts évités. Les coûts évités, c'est quoi? C'est la non-consommation de foncier. C'est des réseaux qui existent, des transports qui sont là, des coûts matériaux également quand on réhabilite l'existant. La problématique la plus complexe, c'est sur l'existant, parce que ça demande des moyens considérables. Et je pense que c'est un travail de longue haleine, et c'est en ça que le BRS aussi, c'est une sorte de couteau suisse. Le BRS, on l'a utilisé aussi dans le PNRQD de Bayonne, puisque ça cristallise les aides publiques. Ça justifie qu'on mette des montants très importants d'aides publiques, parce que demain, ces logements-là ne repartiront pas sur le marché, en fait. L'idée, c'est de réguler et de produire de façon peut-être plus cohérente et les logements sociaux et les logements privés. Aujourd'hui, on s'écoute plus, on essaie plus de comprendre les contraintes que nous pouvons avoir les uns et les autres, et je pense que l'objectif d'avoir une offre globale dans laquelle s'insère de l'accession abordable privée, qui est un produit qui n'existe pas vraiment légalement, cette accession-là, qui aujourd'hui s'impose. Je pense que voilà, déjà ce nom a été prononcé par M. Rigoyen, c'est important. Il faut y trouver un cadre. Et effectivement, ce cadre, je rejoins Imed, ne peut se faire que par la collectivité, pas par les pouvoirs publics. Le département des Landes a souhaité qu'on puisse trouver un mode de fonctionnement entre bailleurs sociaux et promoteurs. L'idée étant qu'on a travaillé sur des prix de foncier, sur des prix plafond de VFA, sur quand est-ce qu'on fait de la VFA ou pas. Si on arrive à trouver un accord sur notamment du prix maîtrisé, en disant on sort le prix du mètre carré à 3000, 3002, justement pour essayer de répondre à ce que tu disais, Imed, il faudrait quand même un minimum de cadre par rapport à ça, parce que derrière, vous achetez à 3002, et 2 ans après, je veux dire, là, on n'est pas bon. Hein. Là, on a tout faux. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est comment on y arrive et comment on encadre les choses et comment on arrive à maîtriser. Pour nous, l'enjeu qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est que demain, il va falloir qu'on accélère notamment tout ce qui est économie d'énergie. Il faut le faire, il faut y aller. Et ce qu'on investit, nos clients, ils le récupèrent, et encore plus aujourd'hui où l'énergie flambe. Qu'il faille construire avec des matériaux biosourcés, de la paille, etc., et que ça coûte peut-être 20% plus cher, il ne faut pas exclure les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer ces matériaux-là, en fait. Et donc, il faut que l'effort national vienne accompagner ça. Il faudrait une sorte de prime sur matériaux biosourcés, et c'est ce qui permettrait qu'on y aille et que ces filières puissent se développer. Si on n'aide pas,
Notre clientèle, c'est des personnes qui gagnent entre 1 SMIC et 3 SMIC, 3 SMIC et demi. Comment voulez-vous que ces gens-là, on leur dise, finalement, ça coûte plus cher de construire avec de la paille que du parpaing, et que ce soit eux qui doivent payer. Enfin, je trouve que c'est une injustice. En coopération avec le comité ouvrier du logement, nous avons réfléchi, à partir bien sûr de ce schéma directeur d'aménagement du centre-ville, à une opération, de notre point de vue, assez emblématique. Je veux parler de l'opération Grandola, qui a été imaginée par un architecte qui est assez connu dans notre secteur. Il s'agit de Pablo Samaniego. Et donc avec lui, nous avons essayé de réfléchir, et avec le COL, de réfléchir à d'autres concepts en matière de logement, parmi lesquels le premier, c'est-à-dire essayer de réfléchir à une alternative à la maison individuelle. Donc ce bâtiment aura également pour particularité d'être assez innovant en termes d'architecture, et également en termes d'aménagement paysager, puisque les façades seront complètement végétalisées. On a un enjeu d'entretien, de maintenance du patrimoine, et on a fait de nombreuses opérations expérimentales. Donc Philoa, c'est la filière locale de l'habitat. C'est un projet au service de l'habitat social pour maîtriser les coûts, structurer une filière, donner de la lisibilité aux producteurs locaux, paille. Enfin, il y a pas très loin de la production paille. Le chanvre est en train de se développer. Nous avons du béton, de la cellulose de Watt. Notre but, c'est d'arriver à définir des process qui peuvent permettre de contenir les coûts. L'idée, c'est de dire que, et d'autres bailleurs pourront nous rejoindre, c'est de dire qu'on assure aux entreprises une visibilité. On est prêt à leur assurer, dans une sorte de contrat cadre, de dire que si vous allez sur cette filière, nous, bailleurs, on va vous suivre. En fait, on fait beaucoup d'habitat. On le fait, c'est des opérations qui sont éminemment plus compliquées, en fait. Mais on pense que aujourd'hui, on a besoin de ça, compte tenu de l'évolution de la société, on a besoin de ça. Donc cette expérience qu'on a eue à l'échelle d'une résidence, on a souhaité la développer à une échelle plus large. En fait, l'échelle d'un quartier, par exemple, ou l'échelle d'un village. À Béasque, on a invité les gens du village au projet, en fait. L'acceptabilité des projets, aujourd'hui, passe par ça, en fait. Si on veut que les projets passent, il faut concerter, il faut travailler avec les riverains, les associations de quartier, etc. Donc, l'aménagement participatif, c'est ça. C'est comment faire participer aussi. À Tarnos, on a fait participer les Tarnosiens, notamment sur le toit, comment on investit, etc. Enfin, voilà.